Petite visite Tropic Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blancs, ignames France, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Chez Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropic Marché. C'est bien bénisot, venez qu'à Tropic Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Ce matin, des organisations syndicales dont l'UGTG ont pris d'assaut le conseil départemental. Après plus d'un an de suspension, ces professionnels du secteur médico-social et de l'aide à l'enfance demandent des comptes à leur autorité de tutelle. Malgré une situation épidémiologique au beau fixe et un arrêt de la vaccination, ils sont toujours laissés pour compte. Ils dénoncent par ailleurs l'hypocrisie du maintien des agents qui n'ont même pas leur schéma vaccinal complet. Le reportage. Aujourd'hui, là, nous venons au Conseil général d'avoir, il faut savoir, le secteur de la santé et le secteur du social, du médico-social, ni en lien avec le Conseil général, le Conseil départemental, par rapport à la prérogative. D'une part, et par rapport au secteur de la santé, c'est lui qui est en charge de tout ça, qui sait lier les hôpitaux et par bien du conseil de surveillance là et des cliniques, mais aussi par rapport au secteur du social et médico-social, il y a aussi financeurs du secteur d'activité sociale médico-sociale qui sont soumis à l'obligation vaccinale par le biais de savoir qu'il a l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est pour ça que nous venons joindre aujourd'hui là et M. Losba pour nous demander contrer d'avoir nous arrivé en fin novembre, pratiquement mi-novembre 2022, où là nous avons constaté, après d'avoir que aujourd'hui là, ça veut dire que le taux d'incidence en pays là, ça justement a diminué. Et premièrement, deuxièmement, nous avons constaté effectivement que Patini, moun pas qu'à pitcher encore au pays là ça. Troisièmement, nous avons constaté que Tini, la préfecture, les responsables préfectoraux, j'ai relevé toutes les restrictions qui Tini en pays là ça. Et quatrièmement, nous constatons aussi qu'un paquet d'établissements qui a continué à maintenir en poste des salariés qui, par jour, vers le schéma vaccinal, nous avons dit qu'on j'allais pour que nous arrêter de jouer et que le Conseil général, en tant que collectivité importante, pays d'Assa, joue au relais. En plus, nous avons constaté qu'aujourd'hui, les scientifiques ont nous raison, déjà nous raison depuis longtemps, mais ils ont confirmé nous dans ce cas dit que même si vous pitchez, eh bien, on est malade, on peut transmettre une maladie. Alors, c'est un vaste supercherie, c'est un vaste mascarade, il faut nous sortir dans ça, et nous avons dit sortir dans ça par le haut. Sortir dans ça par le haut, c'est la négociation pour la réintégration immédiate des travailleurs et effectivement paiement salaire à eux et toute indemnité qu'ils ont subi à cause de la suspension à eux. Gouvernement qui, je le rappelle, ne semble pas très ouvert à cette réintégration des soignants pour ne pas envoyer un mauvais signal en cas de nouvelle vaccination quasi obligatoire. Et les municipalités et la préfecture de Guadeloupe se penchent sur la délinquance grandissante sur le territoire. Entre augmentation des homicides, des violences et vols à main armée, les autorités s'inquiètent. Pour éviter la rupture, l'État entend travailler plus étroitement avec les communes, avec notamment l'installation par exemple de systèmes de vidéosurveillance. Le reportage. On avait réuni les correspondants CLSPD, contrats locaux de prévention et de sécurité des communes en juillet dernier. Et j'avais dit que l'étape suivante, c'était de réunir les maires, les élus, avec leurs équipes pour que nous puissions continuer à parler du sujet de la délinquance. La délinquance, c'est évidemment un constat, c'est une augmentation du chiffre, notamment des violences et des vols à main armée et même des homicides et des tentatives d'homicide en Guadeloupe. Mais au-delà de ce constat, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut parvenir à l'éradiquer. Et l'éradiquer, c'est une coproduction. C'est un travail que nous devons faire avec les communes,
du plus petit échelon jusqu'aux échelons des forces de sécurité intérieure pour partager un diagnostic, mettre en place des actions de prévention et des actions ensuite d'action qui vont nous permettre de corriger ces éléments-là. Ce sont les CLSPD dont j'ai parlé, ce sont la mobilisation des polices municipales, l'aide à l'équipement des polices municipales, l'aide à l'entraînement des polices municipales, c'est aussi le système de vidéos qui sont insuffisamment développés en Guadeloupe. Vous voyez, on a plein d'outils que nous voulons partager avec les communes, avec les élus et avec les correspondants CLSPD et les responsables des polices municipales. C'est l'objet de cette réunion aujourd'hui. C'est intéressant que nous puissions mutualiser les moyens, surtout pour l'acquisition des équipements et de matériel pour les polices municipales, par exemple. Je pense que faire ce travail-là, c'est une nécessité aujourd'hui pour équiper nos personnels et mieux travailler. Et puis mettre en place en matière de CLSPD, une coordination aussi avec les CISPD. Le CISPD, contrairement au CLSPD, lui va sur le territoire de la communauté d'agglomération. L'avantage, c'est que ça ne fait pas disparaître le CLSPD, mais ça coordonne les CLSPD sur un territoire, ça donne une cohésion, et puis on peut mutualiser les moyens à travers un CISPD, là aussi on appelle à cela. Il y a un autre projet qui est important, le commandant de la gendarmerie l'a cité. Au niveau national, on va recréer 200 brigades de gendarmerie, soit des brigades fixes, des brigades territoriales qu'on connaît, soit des brigades mobiles. Et donc en Guadeloupe, on va développer avec les communes qui en ont besoin des projets à cet effet. Et donc là, c'était aujourd'hui la première réunion de présentation. Et ensuite, on va aller voir les communes. Petit Canal en fera partie, les communes qui pourraient bénéficier de ce type de dispositif. Et vous savez par ailleurs qu'il y a eu un gros et qu'il y a toujours en cours un gros recrutement au niveau national puisque le gouvernement a souhaité la création de 8000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires pour le territoire national. Et dans le cadre des violences faites aux femmes, eh bien la ville de Baie-Mahault, elle organisait une conférence débat autour des mesures d'accompagnement et des professionnels capables de leur venir en aide. Regardez. Il s'agissait pour nous de réunir un certain nombre d'acteurs autour d'une thématique que sont les violences faites aux femmes et particulièrement autour d'une thématique nationale qui est l'élimination des violences faites aux femmes. Ce soir, nous avons tout autour de nous, tous les intervenants qui seront là pour pouvoir apporter des informations aux personnes qui souhaitent avoir un peu plus d'informations sur leurs droits, sur les possibilités qu'elles ont pour pouvoir se défendre, pour être accompagnées dans ce calvaire, ce chemin qui est extrêmement difficile à vivre. L'objectif de cette soirée, comme vous l'avez vu sur le dépliant qui a été proposé, c'est alerter, informer et dire quelles sont les différentes mesures d'accompagnement qui puissent exister sur le département et quels sont aussi les professionnels qui sont tous mobilisés pour effectivement lutter contre toutes les violences faites aux femmes. Et nous avons aussi notre maison de la parentalité qui a été mise en place. Et dans cette maison de la parentalité, ce qui est important de pouvoir dire ce soir, c'est que nous avions 2 hébergements d'urgence qui sont là pour pouvoir accueillir les femmes qui se trouvent dans des situations délicates, quelle que soit l'heure, bien entendu, avec bien sûr leurs enfants. On l'a dit ce soir, l'amour, ça doit prendre tout son sens et c'est important. Rééduquer dans les familles, il y a cette notion qu'est l'amour. Et un homme l'a si bien dit, et j'ai été émerveillée d'entendre que c'est un homme qui le dit, parler d'éducation à l'amour. Et ça, c'est extrêmement important, que ce ne soit pas un mot galvaudé, je dirais, où on dit « je t'aime », c'est devenu quelque chose de tellement galvaudé. Il faudrait cette rééducation à l'amour. Et j'invite, bien entendu, la population bébarossienne et guadeloupéenne à ce beau village que nous aurons aussi dans la semaine du 25, plus précisément, ce beau village. Et nous aurons aussi une projection de film, bien sûr, toujours sur cette même thématique. Et on enchaîne avec cette matinée d'information à destination des assistants familiaux. Ces derniers accueillent des jeunes issus de la protection de l'enfance, mais ignorent parfois certains aspects juridiques qui peuvent leur porter préjudice. Alors pour leur venir en aide, la Fédération nationale met une avocate à leur disposition. Le reportage. Nous recevons l'avocate de la fédération. Donc pourquoi nous recevons l'avocate et aussi la fédération? C'est pour permettre à nos adhérents de faire connaissance avec la fédération et de savoir comment ils sont protégés
Donc on a une avocate qui intervient pour nous et quand il y a des soucis, qui va venir, qui nous défendra. C'est plus qu'important aujourd'hui d'informer les assistants familiaux parce qu'au-delà des assistants familiaux, derrière en fait vous avez la protection de l'enfant. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont placés chez ces assistants familiaux et il y a parfois une grande souffrance lorsque ceux-ci sont réorientés de façon parfois abrupte. Et moi je donne aujourd'hui les clés à ces assistants familiaux juridiques pour pouvoir réagir lorsque cela se passe. C'est un métier qui est à haut risque, le métier d'assistant familial. Et donc, quelque part, on se doit de se protéger puisqu'on peut avoir affaire soit à l'enfant qui va nous attaquer demain pour un sujet quelconque, soit la famille ou même l'administration. Ah oui, fréquemment. Donc, quelque part, nous devons d'être protégés et c'est pour cela que nous sommes juridiquement, nous sommes couverts par une assurance. Et maintenant, nous avons une avocate qui nous défend sur les DOP. Que ce soit en métropole ou aux Antilles en général, c'est des dizaines et dizaines de cas par semaine. C'est de ça dont on parle. Parfois, les départements ne sont pas forcément non plus formés juridiquement aux procédures, ce qui fait qu'on peut avoir comme ça de nombreuses suspensions d'agrément, de retrait en cascade. Et on a aussi derrière, et heureusement, les tribunaux administratifs, que ce soit en métropole ou aux Antilles, qui sanctionnent lourdement les conseils départementaux lorsque les procédures ne sont pas respectées. EDF Archipel Guadeloupe signe une convention de partenariat avec le CHU de Perrin pour réaliser des économies d'énergie sur cette nouvelle structure. Isolation des toitures, solaire thermique, protection des façades et bien d'autres dispositifs techniques seront mis en place pour réduire la consommation de 10 000 MWh. Regardez. Bénéfique pour cet outil, parce que ça traduit le travail des équipes en termes de maîtrise de l'énergie. Et puis c'est bénéfique bien évidemment aussi pour la Guadeloupe, puisqu'il est important que cet établissement consomme le moins d'énergie possible, tout en bien sûr assurant une qualité de prestation qui sera digne de ce qu'elle doit être aujourd'hui. On va pouvoir éviter sur la durée à peu près 10 000 MWh. C'est l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de plusieurs milliers d'habitants. Donc c'est quand même loin d'être négligeable. Tout ça sur un hôpital dont la superficie sera de l'ordre de 82 000 m². Et tout ça par le biais effectivement d'une réduction de la consommation par des dispositifs techniques que sont l'isolation des toitures, le revêtement de toiture, de solaire thermique, par exemple, pour produire de l'eau chaude sans forcément avoir recours à l'électricité. C'est la protection des façades pour limiter effectivement la consommation d'énergie liée au bien-être de toutes les personnes qui sont dans l'hôpital, donc la climatisation. C'est le calorifugage, par exemple, des réseaux d'eau froide ou des réseaux d'eau chaude pour éviter les déperditions thermiques. C'est énormément de dispositifs de ce type, qui sont des dispositifs techniques où on utilise les meilleures technologies disponibles actuellement et qui permettent de réduire, en tout cas dans nos estimations, la consommation à ce que je vous disais tout à l'heure, de l'ordre de 10 000 MWh sur la durée. Les équipes ont travaillé sur l'ensemble des segments qui touchent à l'énergie, qui réclament de l'énergie, que ce soit pour produire de l'eau chaude, que ce soit pour assurer l'éclairage. Et bien évidemment, sur chacun de ces segments, il y a des réflexions qui ont été portées pour économiser le plus possible l'énergie. Un reportage signé Olivier Félix. Retour maintenant sur la nouvelle édition de l'Outre-mer Girl Tech Day à l'Université des Antilles. Au programme, des ateliers sur l'intelligence artificielle, le codage, la programmation robotique et l'e-sport. Le reportage. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous, pour le pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles, d'accueillir cette deuxième édition de l'Outre-mer Girls Tech Day. Donc, en effet, cet événement a toute sa place et son importance au sein de l'université, dont nos missions sont la formation de la jeunesse, mais également leur insertion professionnelle. Aujourd'hui, cette édition a une double importance, puisque là, il s'agit de sensibiliser les jeunes femmes dans ces nouveaux métiers de la tech. Et également, nous pourrons voir cet après-midi, nous
allons accueillir des collégiens, des lycéens sur le campus de Fouillol, où on va mettre en place, il sera mis en place différents ateliers, donc justement pour sensibiliser sur ces différents métiers de la tech, mais également peut-être susciter des vocations. Donc il est important que les femmes soient un petit peu plus présentes dans ce type de métier. Donc j'ai envie de leur dire, osons, innovons et entreprenons. L'idée, c'est de proposer un événement à l'intention des jeunes filles pour sensibiliser les jeunes filles au métier de la tech et aux filières scientifiques. Parce qu'en fait, on est en effectif réduit et c'est souvent des filières qui, peut-être, font peur aux jeunes filles. Et aujourd'hui, c'est pour leur montrer qu'avec le digital, avec l'ouverture du numérique, beaucoup de filières, le champ des possibles est ouvert. Et à travers des ateliers qui auront lieu cet après-midi à l'Amphi Benjamin, toujours sur le campus de Fouillol, leur permettre de pratiquer. Donc nous avons des ateliers sur l'intelligence artificielle, le code, la programmation robotique et aussi le e-sport. Donc tout un univers à découvrir qui n'est pas seulement féminin. Évidemment, les jeunes garçons sont invités. Les parents aussi sont invités pour permettre d'accompagner leurs enfants dans leur orientation et découvrir ce qu'est le numérique. Parce que souvent on dit tech, numérique, digital, mais on a tendance à penser que c'est quelque chose d'immatériel. Mais derrière cette immatérialité, justement, il y a des personnes qui travaillent dans l'univers du numérique pour pouvoir donner des choses concrètes. C'était important pour nous, que ce soit pour les filles et les garçons, de leur permettre non seulement de participer à cette sortie, mais aussi de découvrir toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à eux pour leur avenir et l'orientation. Et maintenant, je reçois Grégory Potiron, directeur de l'Archipel des Sciences. Il est en compagnie de Narcisse Zaïbo, ambassadeur de la Fête des Sciences. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors justement, on vient de voir cette opération Outre-mer Girl Tech Day. Bon, ça s'est élargi, le concept s'est déjà élargi en à peine une année. Est-ce que vous pouvez dire que vraiment les femmes commencent à vraiment prendre part à l'univers numérique, à l'écosystème numérique en Guadeloupe? Je me jette à l'eau. Non, mais en fait, je pense que ça fait déjà une dizaine d'années qu'il y a plusieurs femmes en Guadeloupe et globalement aux Antilles qui s'investissent dans les métiers d'innovation, dans la technologie, dans l'informatique, qui sont gérantes d'entreprises. Et c'est très bien que ça soit mis en lumière aujourd'hui et que ça suscite les vocations de d'autres filles de s'orienter vers les filières scientifiques et technologiques. Monsieur Narcisse. Maintenant, il faut le reconnaître, en fait, c'est un univers où les femmes sont plus ou moins absentes. Hein. Ouais, surtout les jeunes filles aujourd'hui. Et pourtant dans leur parcours universitaire, elles sont très très brillantes, mais je sais pas, il se passe quelque chose d'assez... Est-ce que vous avez déjà déterminé le frein? Qu'est-ce qui les freine justement à se lancer? C'est une très bonne question, parce que les plus brillantes en général dans les parcours universitaires, c'est les étudiantes, voilà. Mais après, qui prennent des chemins qui sont complètement différents, et donc du coup, au final, on ne retrouve pas justement nos jeunes filles brillantes dans le milieu de la tech, dans le milieu de la haute tech. Alors pourquoi, comment il faudrait étudier le phénomène. Je pense qu'elles ont quelque chose à apporter à la vision. Moi, je le vois à l'université, à Fouillol, on a mis en place une solide innovation justement pour essayer de pousser les étudiants à s'investir dans ce milieu, mais les femmes sont sous-représentées dans le domaine, c'est un constat. Ouais. Ah, ben alors on parle de parité, il faudra pouvoir rééquilibrer tout ça. Tout à fait, ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez justement pour cette fête des sciences 2022 ? Alors, il y a plein de choses. Hein. Il a déjà, donc je tiens à remercier l'ambassadeur, le professeur Zaïbo, qui est également vice-président délégué à la valorisation scientifique de l'Université des Antilles, qui est également doyen de l'UFR Sciences et Activités naturelles, donc il a plusieurs casquettes. Donc je remercie d'avoir accepté ce rôle de parrain, d'ambassadeur de la Fête de la Science, avec la thématique qui est le réveil climatique cette année. Donc on parle encore du climat, parce que ça fait partie des enjeux, ça fait partie des orientations, et nous sommes vraiment directement impactés, nous sommes déjà impactés, et donc les spécialistes le disent, et le professeur Zaïbo aussi pour en parler tout à l'heure. Et donc du coup, comme d'habitude, donc
manifestation nationale portée par une coordination, donc la région, les départements, l'université, l'Académie et Archipel des sciences. Et à partir du 17 novembre jusqu'au 27 novembre, il y aura donc des porteurs de projets qui vont proposer des ateliers, des expositions, des conférences et débats, des jeux à la population locale. Donc toutes les manifestations sont gratuites. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de l'Archipel des sciences pour découvrir le programme qui a continué de s'enrichir après sa première diffusion. Et le village des sciences qui ouvrira sur le campus de Fouillol, à Pointe-à-Pitre, à partir du mercredi 23 jusqu'au vendredi 25 novembre. Et quel sera le rôle justement de votre parrain ? Alors, c'est diffuser plus de science. Oui, je suis très honoré donc d'être ambassadeur donc de cette fête de la science. C'est une fête nationale qui a d'abord eu lieu en France, je crois, la semaine dernière, et qui démarre dans les Outre-mer à partir de cette semaine, mais qui a pour but vraiment de promouvoir la science auprès du grand public. Je pense que c'est important de créer ce lien de confiance entre les acteurs de la science, les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, etc., avec le grand public, avec les citoyens. Il est important de faire découvrir tout ce qui se fait en termes d'innovation scientifique, d'ouvrir la porte de toutes ces découvertes-là donc à la société, de façon à pouvoir créer ce lien de confiance. Je pense que c'est important parce qu'on vit une époque un peu trouble aujourd'hui, où le citoyen, malgré, ou à cause, ou grâce, enfin je ne sais pas, à Internet, on pense pouvoir tout savoir, on pense pouvoir avoir avis sur tout, etc. Mais bon, il est important de consolider ce lien de confiance-là entre les producteurs de la science et la société. Le but, c'est quand même d'une part, pour la jeunesse, de pouvoir susciter des vocations. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de l'invisibilité des jeunes filles dans le domaine de la tech, mais là, il s'agit vraiment à une échelle beaucoup plus grande, donc de susciter des vocations, des vocations scientifiques, mais pas seulement de la vulgarisation, mais vraiment créer vraiment cette attirance-là des jeunes vers la science. Donc il est important que les chercheurs, les techniciens, tous ceux qui produisent de la science, il n'y a pas que les chercheurs, Mais il faut la vulgariser, cette science. Il faut la vulgariser, il faut l'apporter, il faut l'apporter dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, etc. Pour créer cet espace d'échange avec la société. Alors il faut qu'il y ait cette confiance effectivement envers la science. On voit effectivement qu'il peut y avoir de la défiance, puisque concrètement on est dans un cadre d'évolution. On dit que l'homme évolue scientifiquement parlant. On a de plus en plus d'appareillages, de technologies qui peuvent nous aider, mais paradoxalement ça n'aide pas le climat. Donc c'est là où le bas blesse un petit peu. C'est quels seraient les axes selon vous à prioriser pour que la science aille dans le sens, effectivement, de la protection de l'environnement? C'est pas la science qui n'aide pas le climat, bien au contraire, c'est exactement l'inverse. Donc la science aujourd'hui, quoi qu'elle a produit énormément de connaissances pour pouvoir essayer de comprendre, parce qu'il y a aussi des enjeux de connaissances sur le climat. Donc il y a énormément de production de connaissances pour pouvoir essayer de comprendre le climat, pour comprendre ses impacts sur notre environnement, sur la biodiversité. Et nous, dans les Antilles, ici, quel est l'impact du climat sur les aléas qu'on connaît, etc. Donc, il y a le langage politique, mais qui doit être différent du langage scientifique. D'accord. Voilà, donc le scientifique, il doit vraiment produire de la connaissance, de l'information crédible sur la relation directe qu'il y a entre le climat et les cyclones, entre le climat et les tempêtes, entre le climat et les tsunamis, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites par la science. Et aujourd'hui, ces données sont disponibles. Sur l'utilisation des données, alors alors, prenons un exemple bien concret. On sait aujourd'hui que le dérèglement climatique avec le réchauffement climatique, la montée des océans, etc., va faire que les aléas, on le voit aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un gros cyclone pour avoir un gros impact sur le territoire. Exact. Voilà, tous les éléments sont devenus très intenses. Quelles dispositions doit-on prendre aujourd'hui pour essayer de limiter, pour freiner un peu donc l'impact de ces aléas qui sont amplifiés par le changement climatique et le dérèglement climatique. Donc là, arrive maintenant l'action de
l'action de l'homme, non pas forcément le scientifique, mais le décideur politique, le décideur économique. Donc le scientifique va faire son travail, mais après, derrière, il faut que les aspects... Une bonne utilisation, effectivement, des données. Voilà, exactement. Ouais. Donc ce serait plus là où le bas blesse. Donc vous donnez les références, vous faites les calculs, vous faites les analyses, les expertises et tout. Ouais. Mais après, c'est l'action politique peut-être qui prend trop de temps derrière à être mise en place ou à vous prendre au sérieux. Parce qu'on voit beaucoup de scientifiques qui alertent. On voit les réunions du GIEC, on voit les rapports du GIEC. C'est très alarmant. Mais pourtant, il n'y a pas forcément de réaction alors qu'on a la technologie, à disposition. Absolument, ouais. Ah, gros enjeu. gros. Non, mais ça fait débat, puisqu'il y a beaucoup, je pense que vous voyez dans l'actualité, le réchauffement climatique qui est en train de prendre une très grosse part. Il y a beaucoup de mobilisations, de manifestations, des tableaux, des peintures qui prennent très cher dans les musées. Et on cherche effectivement des solutions. Aujourd'hui, c'est quand même un débat de société. Hein. Si l'essence est aujourd'hui à presque 2 euros à la pompe, donc il y a le lien direct entre la consommation d'énergie et le climat. Donc voilà, c'est un débat qui aujourd'hui à prendre très au sérieux. Met en relief vraiment le lien étroit qu'il y a entre notre consommation d'énergie et le climat. Donc voilà, est-ce qu'on continue dans la trajectoire actuelle? Mais en fait, après, c'est une question de réalité politique, c'est cela. Est-ce qu'on continue aujourd'hui dans les énergies fossiles voilà, sans mais visiblement, la volonté serait d'en sortir. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que scientifique, que c'est possible, concrètement? Concrètement, c'est possible. Concrètement, c'est possible, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique, mais qui se heurte après à des réalités géopolitiques qu'on ne maîtrise pas. Aussi sur les chaînes d'approvisionnement. Exactement. Si on passe en hydrogène vert, ce ne sont pas du tout les mêmes installations qui seront utilisées que pour du pétrole. Donc absolument. Toutes les chaînes d'approvisionnement doivent être changées. Et peut-être que c'est là, effectivement, qu'ils ne veulent pas trop faire les investissements qui seront énormes. Ouais. Et d'autres axes de développement pour la Guadeloupe. Est-ce que vous avez des applications de la science qui pourraient aider la Guadeloupe dans son développement? Ah oui, à plusieurs niveaux, en termes de production d'énergie, en termes de... Quand on dit développement, il faut aussi penser à sécuriser ce qu'on a. Voilà. Donc, on peut continuer de capitaliser, d'augmenter le capital richesse, mais il faut aussi penser à protéger le capital qu'on a. C'est vrai. Voilà. Donc, et pour ça, pour protéger le capital qu'on a, il faut le sécuriser par rapport au contexte aujourd'hui où on est dans une situation... où la Guadeloupe, vous la connaissez, elle cumule tous les risques du monde, à part le risque de neige, à part le risque d'avalanche. Voilà. Pour l'instant, donc on a quasiment tout cela, voilà, qu'il faut savoir gérer parce que voilà, du jour au lendemain, on peut perdre le peu qu'on a parce que Fiona, parce que Irma. Prenez l'exemple de Saint-Martin, qui était une île très prospère. En 2017, voilà, Irma est passé par là et voilà, économiquement... Effondrement économique. Effondrement économique total. Ils le subissent encore. Donc, produire du capital, c'est bien. Pouvoir sécuriser ce capital-là par rapport aux aléas, par rapport à tout cela, c'est bien. Mais pour le sécuriser par rapport à cela, il faut développer d'abord les connaissances sur la production de connaissances, sur la compréhension de ces aléas-là, leurs impacts, et voir comment produire de la science pour les mettre à disposition des collectivités, pour qu'ils puissent s'en servir comme, on va dire, outil aide à la prise de décision, par exemple. Voilà. Ouais. C'est dommage que le temps nous fasse défaut. Je vous aurais bombardé de questions sur le métaverse parce que ça va être peut-être un tournant. Ça fonctionne pas encore, ça n'a pas bien pris encore pour l'instant. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, il y aura forcément d'autres tentatives quand ils auront amélioré le système. Je voulais aussi qu'on parle de transhumanisme puisqu'on parle de l'humain qui doit évoluer plus effectivement. Faut qu'on parle surtout de la fête de la science qui va avoir lieu. Ce sont des débats à prendre. Voilà. Il ne faut pas oublier la fête de la science qui va démarrer ça démarre cette semaine. Clairement. Jeudi prochain, dans une semaine. Dans une semaine. Voilà, et vous allez faire le tour des établissements scolaires? Alors non, il a le village, il a des actions sur tout le territoire. Donc Anse-Bertrand, Basse-Terre, Petit Canal. Donc il a des porteurs de projets qui sont disséminés un peu partout, qui vont accueillir du public sur leur site
en dehors du village des sciences qui va accueillir donc du public pendant 3 jours. Et aussi, il y a aussi des actions qui vont être réalisées en milieu scolaire. Donc, qui vont être portées par des établissements, par des enseignants référents, voilà, des instituteurs, des profs de mathématiques, des profs d'anglais. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Bien sûr qu'ils jouent le jeu. Et surtout, c'est pas que des enseignants de disciplines scientifiques qui jouent le jeu. Et c'est ça aussi que c'est important. Ça touche tout le monde. Tout le monde fait de la science. Donc, même sans le savoir, souvent. Non, mais c'est ça. Donc, tout le monde fait de la science. Donc 3 jours de village. Où se passera ce village? Donc le village sera sur le campus de Fouilleul. Donc à partir du mercredi 23 novembre. Donc ouvert donc aux scolaires sous réservation, mais ouvert aussi au grand public. Toutes les actions sont gratuites. Et puis après les actions sur le territoire. Donc on peut voir par exemple un artiste gravé avec l'aide de narc électrique. On peut assister à des observations d'oiseaux en Bertrand. Le thème est sur le changement climatique, donc il est important de projet. On essaie quand même de jouer le jeu pour rentrer dans la thématique, mais après, du moment qu'on parle de science, voilà. C'est bon pour vous. Mais oui. Merci beaucoup. Mais on rappelle quand même les dates pour que les téléspectateurs... Donc la fête de la science débute le 17 novembre avec la cérémonie d'inauguration qui aura lieu sur le campus donc, de Fouilleul à Pointe-à-Pitre. Et à partir donc, du 23 novembre, l'ouverture du village des sciences sur le campus de Fouilleul. La manifestation se termine donc, le samedi, au soir, le samedi 26. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau nous parler donc de cette fête de la science qui va tourner autour du réveil climatique, une question qui deviendra de toute façon essentielle, vous l'avez compris. Merci encore. Et à l'école Robert Fréty de Petit-Bourg, on veut inciter les tout-petits à opter pour un goûter plus local à la récréation. Alors pour commencer à éduquer leur palais, effectivement, l'équipe pédagogique organise des récrés fruités. Le reportage. Le constat est fait depuis quelques années dans cette école où on se rend compte que les élèves arrivent avec une collation pour le matin, avec des goûters industriels. Donc nous voulons les sensibiliser à la consommation de fruits pendant cette collation. Et depuis l'année dernière, nous avons entamé des démarches en ce sens. Celui-là, comment il s'appelle? La pomme cannelle. Et ça, pomme cannelle. Sous terre. Sous terre, carrément, t'es sûr? Sur un arbre. Sur un arbre, c'est ça pousse en hauteur, celui-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal des fois à manger des fruits et des légumes, ou alors qui vont se dire pas forcément connaître les légumes de chez nous. La pomme, ça vient d'ici, ou la poire aussi. Alors je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir, à travers ces ateliers, qu'ils connaissent un peu mieux leurs fruits et légumes et puis qu'ils apprennent à les déguster et puis à les manger autrement. Donc là, avec le smoothie, c'est une bonne technique et ça leur donne envie avec de la couleur et un peu de goût. Il faut savoir qu'une alimentation saine est importante. Nous avons des produits en Guadeloupe, des produits de saison. Donc il faut vraiment promouvoir nos produits locaux, inciter nos enfants à consommer local. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec l'Iguaflore, nous avons réalisé cette journée, faire découvrir les enfants les fruits et légumes locaux. Parce que c'est bon pour la santé. Oui, et ça donne beaucoup d'énergie. On a les enfants qui prennent énormément de plaisir à manger des fraises. On leur explique la vie d'une fraise entre l'Espagne et la Guadeloupe, ce que ça implique et l'impact que ça a sur la planète. Et donc, tout en mettant en avant la production locale. Il est évident, et les enfants nous rejoignent très vite, qu'en Guadeloupe, nous avons la chance d'avoir d'excellents fruits et d'excellents légumes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.